Salut, moi c'est Harper et je viens d'une petite ville pittoresque du Venezuela. Avant de plonger dans mon histoire, prends une seconde pour aimer et t'abonner à cette chaîne. J'ai grandi avec un père célibataire aimant qui m'a toujours fait passer en premier. Papa travaillait comme un fou dans le passé, mais maintenant, nous vivons confortablement dans un immense manoir. Contrairement à d'autres pères millionnaires, il prend toujours le temps de s'occuper de moi. Tu sais ce qui est le plus important à mes yeux? Toi. Ma mère est morte dans un accident quand j'avais 5 ans, alors que papa était en voyage d'affaires. Depuis, il a compris qu'aucune somme d'argent ou de pouvoir ne pouvait remplacer l'amour d'une famille. Mais au fur et à mesure que papa s'enrichissait et restait célibataire, je m'inquiétais de plus en plus des chercheuses d'or qui lui tournaient autour. Elle voulait tout être ma belle-mère et mettre la main sur l'immense fortune de papa. Je l'ai bien défendue jusqu'à ce que j'ai 17 ans. Nous les filles étions blotties les unes contre les autres en train de cancaner sur les gars de l'équipe de basket quand la cloche a sonné. Je jure, j'ai accidentellement frôlé ses muscles. Accidentellement. Je parie qu'ils sont durs comme du roc. Oh allez, c'est assez mignon. Mesdames, les garçons sont toujours un sujet brûlant, mais c'est l'heure du cours maintenant. Nouvelle professeure, hein? Ah ouais, Madame Smith a démissionné pour épouser un homme riche et notre nouvelle professeure principale est... Oh, quel est son nom encore? Blair Reynolds. Et vous pouvez m'appeler Madame Blair. Pas mariée, hein? Ouah, elle brille dans cette tenue élégante, mettant en valeur sa silhouette parfaite. Regarde ses cheveux, ils doivent être méticuleusement entretenus. Ses bijoux et son sac à main sont tous des articles de luxe. Harper, tu penses à la même chose que moi, dis? Une prof snob. Fidèle à elle-même, elle pouvait passer une période entière à parler de ses cheveux ou du prix de ses ongles. Mais tous les garçons de la classe étaient complètement fous d'elle et la surnommaient même l'ange Blair. Un jour, j'ai parié avec ma meilleure amie que Madame Blair apporterait 2 tenues à l'école en une matinée. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Nous ne faisons qu'une petite farce. Rien de méchant. Comme d'habitude, Madame Blair entre gracieusement et s'installe sur sa chaise. 1, 2, 3. Oh! Qui a fait ça? Ma tenue à $1000. Nous nous sommes figés alors que toute la classe s'est retournée pour nous regarder. Oh, Madame Blair a paniqué et a appelé nos parents. Regarde, je t'avais dit qu'elle apporterait 2 tenues à l'école. Mais ça n'importe plus, ça. Les parents de Clara ne sont pas venus, mais mon père, lui, ouais, il est venu. Je tremblais comme une feuille. J'étais sûre d'être punie à vie. Harper, tu es habituellement une élève hors pair, mais cette fois, tu es allée bien trop loin. Mais vous n'avez pas été blessé? Ne mets pas ma patience à l'épreuve, Harper. Monsieur, je suis profondément désolée de l'inconvénient. Mais mon père n'écoutait plus. Ses yeux étaient rivés sur Madame Blair. Je ne l'avais jamais vu aussi distrait. Après avoir pris le bulletin de Madame Blair, mon père est parti, comme s'il flottait sur un nuage. Oh non, n'importe qui d'autre que cette diablesse! Après l'école ce jour-là, j'ai vu une bande de types à l'air effrayant de l'autre côté de la rue. Je me demande quel mauvais élève de notre école est mêlé à ces voyous. Aucune idée. Ce ne sont pas nos affaires, allons-y. Avant que nous ayons pu nous éclipser, un grand costaud nous a arrêtés. Bonjour, on peut vous aider? Hé, tu connais Blair Reynolds? Nous nous sommes regardés, sachant évidemment de qui il parlait. Dis-lui de me payer rapidement si elle est intelligente, ou sinon elle regrettera ce qui se passera. Il était donc clair que Madame Blair n'était pas un ange. Le lendemain, papa est rentré à la maison en ayant l'air tellement heureux. Mais il a amené Madame Blair avec lui et l'a présentée comme... Ma petite amie! C'était la première fois que mon père ramenait une autre femme à la maison. Et ça m'a mis hors de moi. Dans la maison même où vivait ma mère? Pas question. En plus, Madame Blair n'était pas quelqu'un de bien. Je devais trouver un moyen d'ouvrir les yeux de mon père. J'ai pris le téléphone de papa pour lui envoyer des textos au hasard, puis j'ai effacé toutes les traces. Madame Blair s'est mise en colère contre papa le lendemain, mais quand papa l'a couvert de cadeaux, elle a retrouvé le sourire. C'était une véritable chercheuse d'or. Un jour, j'ai surpris Madame Blair en train de faire quelque chose de suspect dans notre cuisine. J'ai crié et j'étais sur le point de la traîner hors de la maison quand papa est arrivé. Blair était en train de me préparer des collations. Qui sait si elle avait prévu d'y mettre des laxatifs pour pouvoir se faufiler dans la chambre de papa et nettoyer le coffre-fort. Mais je viens de penser à un autre moyen de lui faire peur. Laisse-moi faire. Papa, tu adores mes crêpes, non? Papa a accepté avec joie tandis que Madame Blair avait l'air mal à l'aise. Vous inquiétez pas, je vais pas l'empoisonner. Mais pour son assiette, j'ai spécialement utilisé de l'huile d'olive au lieu du miel. Elle paiera pour avoir essayé de ruiner ma famille. Nous nous sommes assis et avons entamé une conversation agréable. Blair a mangé une bouchée, 2 bouchées, et n'a montré aucune réaction bizarre. Comment se fait-il qu'elle... Alors c'est bon, papa? Délicieux. Les crêpes de Harper sont excellentes. Maman m'a appris quand j'étais petite. Comment vous les trouvez, Madame Blair? Oh, exquise.
Elle a presque fini son assiette, à tel point que même moi j'ai grimacé. Est-ce que les crêpes vont vraiment avec de l'huile d'olive? Berk, dégoûtant. Son endurance est impressionnante. Oh, Madame Blair, vous avez de si belles mains, elles doivent être douces. Puis j'ai fait semblant de grimacer pour que papa puisse voir. Je crois que j'ai trop étudié, j'ai mal au dos et aux jambes. J'aimerais que quelqu'un puisse les masser. Blair est rapidement tombé dans mon piège. Ce n'est pas étonnant que mon père l'aime tant. Papa lui a même offert une bague en diamant. À la fin de la journée, quand Blair est parti, j'ai vu papa plonger dans ses pensées en train de compter l'argent dans le coffre-fort. A-t-il été cambriolé? Tous mes soupçons portaient sur Blair. Elle avait une trop énorme dette envers des types louches et tout était trop clair. Mais papa ne me croirait jamais sans preuve. Après l'école le lendemain, je me suis faufilée dans le coffre de la voiture de Madame Blair. Je devais obtenir des preuves contre elle, à donner à papa. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur. Waouh! Elle vit dans une immense maison! Est-ce que je l'avais mal comprise? Elle n'avait pas l'air d'être à court d'argent. Mais quelques minutes plus tard, un jeune et bel homme s'est approché de la porte d'entrée. Pourquoi es-tu si en retard? Je t'attendais! Rentrons à l'intérieur, tu m'as manqué. D'où Jésus! En plus de mon père, elle voit quelqu'un d'autre! Allez vite, je dois prendre des photos comme preuve! Je me suis faufilée dehors et j'ai fait le tour de l'arrière de la maison, où j'ai pu voir Blair et l'homme rire joyeusement avec un petit garçon. Oh mon Dieu, elle a même un enfant! Mais dans ma panique, j'ai laissé tomber mon téléphone à l'intérieur. Pas le choix, j'ai dû sauter par la fenêtre pour le récupérer. Cette mission devenait délicate. Le bruit des pas qui s'approchaient m'a fait peur, alors j'ai couru à l'étage et je suis entrée dans une pièce au hasard. On dirait que je suis entrée dans la chambre de Blair. Ses vêtements et ses sacs à main hors de prix remplissaient tout un placard. Son mari et son enfant sont-ils au courant de ses mauvaises actions? Je me suis glissée sous le lit et j'ai attendu qu'ils entrent dans la pièce. Mais non, il n'y avait que Blair. Elle s'est assise au bureau, a ouvert son ordinateur et est restée là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. J'ai dû attendre qu'elle s'endorme pour pouvoir me faufiler dehors. Mon téléphone était mort lui aussi. Mon estomac a grondé terriblement et j'étais fatiguée. Avait-elle l'intention de travailler toute la nuit, bon sang? Heureusement, vers minuit, elle a éteint les lumières et elle s'est finalement couchée. J'ai attendu sa respiration régulière avant d'oser sortir de la même façon que je suis entrée. T'es sûr que c'est sa maison? Absolument, patron. Il y a sa voiture. La maison et la voiture suffisent à couvrir la dette. Elle est tellement têtue. C'était encore eux! Cette fois, ils ont trouvé la maison de Blair. Le karma existe. Les méchants sont toujours punis. Mais alors que je m'apprêtais à partir, quelque chose ne collait pas. Si Blair avait volé une grosse somme d'argent à mon père pour les payer, pourquoi était-il encore à ses trousses? Alors que les deux voyous ouvraient la porte d'entrée, j'ai paniqué, ne sachant pas si je devrais appeler la police ou non. Et mon téléphone était mort. Je me suis précipitée à l'intérieur par le même chemin. Je suis montée à l'étage dans la chambre de Blair et je l'ai réveillée de toutes mes forces. Blair, réveille-toi! Ils sont là pour toi! Blair était horrifiée de me voir. Les yeux écarquillés, elle était bouche bée. Pas le temps d'être choquée, le danger est imminent. À ce moment précis, les deux voyous ont fait éruption. Je tremblais et impuissante, j'ai levé mes poings. À mon grand étonnement, Blair les a terrassés en un clin d'œil. En quelques mouvements, les deux voyous se sont étalés sur le sol. Ouah! Cette fois, c'est moi qui étais restée bouche bée. La police est arrivée peu après, avec mon père, le jeune homme et le petit garçon. C'était une longue histoire, finalement. Voici mon frère et mon neveu. Sa femme leur a laissé une énorme dette. Mon père avait proposé à Blair de l'argent pour aider sa famille, mais elle avait refusé. Ça m'a fait sentir encore plus coupable. Mais ensuite... Et l'argent manquant dans le coffre-fort, j'ai vu que papa avait l'air inquiet. Après un moment de confusion, papa a admis qu'il m'avait donné l'argent à moi pour m'acheter un nouveau sac à main. Nous avions tous les deux oublié cette dépense. Bon sang, c'est à cause de moi. Harper, réponds-moi. Où étais-tu? Je t'ai appelé des centaines de fois. Papa, je suis désolée. Tu es puni. 1 semaine. Non, 1 mois entier. Je ne pouvais pas dire un mot. Je savais que je devais payer pour mes actes. Ta fille, elle m'a sauvée. Si elle n'avait pas été là pour me réveiller, quelque chose de terrible aurait pu m'arriver. Après cela, plus personne n'a mentionné ce qui s'est passé cette nuit-là. Blair n'a jamais demandé pourquoi j'étais là. Je suppose qu'elle savait tout. Qu'elle savait que je la soupçonnais d'être une chercheuse d'or. Et il y a une chose que je n'ai jamais dite à voix haute, c'est que le moment où Blair m'a protégée m'a rappelé ma mère. Elle avait l'habitude de me protéger comme ça quand j'étais petite. Il était peut-être temps pour moi d'être plus ouverte d'esprit. Il s'avère que Blair est en fait une personne au grand cœur, juste un peu plus flamboyante que les autres. J'ai mis 2 heures entières à me faire cette coiffure. Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, Blair n'est encore que ma professeure. Mon père et elle ne se sont pas encore mis ensemble. Ne te méprends pas, je ne les en empêche plus. Mon père peut aimer qui il veut, tant qu'il est heureux. J'étais assise à la cafétéria en faisant semblant de découper un steak imaginaire. Autour de moi, tout le monde me regardait comme si j'étais une extraterrestre. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je déjeune, c'est pas évident? Il n'y a littéralement rien dans ton assiette. Exactement, respirer de l'air frais me suffit. L'obésité est mon ennemi juré.
Quoi qu'il en soit, je dois y aller. J'ai fait un flip et une roue pour sortir, laissant les mâchoires de tout le monde au sol. Quand j'ai terminé avec un split impeccable, le bouton de mon pantalon s'est détaché, faisant un ping-pong avec le mur, le plafond et la fenêtre avant de frapper un pauvre gamin au visage. Oups, je suis vraiment désolée. Embarrassant, c'est le moins qu'on puisse dire. La vérité, j'étais affamée, mais je n'osais que boire de l'eau. Une tonne d'eau. C'est pourquoi mon estomac ressemblait à ça. Pourquoi, tu demandes? Eh bien, je suis une gymnaste et garder un poids parfait n'est pas négociable. Oh, une petite pause pour saluer Linda d'Afrique du Sud, le cerveau qui m'a donné vie et qui a donné vie à cette histoire. Si tu veux que ta propre histoire soit transformée en animation, laisse un commentaire ci-dessous. Tu pourrais bien devenir une star. Quoi qu'il en soit, revenons à moi. J'ai peut-être l'air d'être une vraie bombe, mais je suis littéralement la meilleure joueuse de l'équipe de gymnastique de l'école. Impressionnant, non? Je m'entraînais sans relâche. Rester mince et légère était essentiel pour réussir les mouvements les plus difficiles. Oh mon dieu, Dahlia, ta pose est emblématique! Ça fait carrément penser à la couverture de Vogue. Oh, devine quoi, la page de fan que j'ai créée pour toi vient d'atteindre 1 million de likes. C'est Nelly, ma meilleure amie, ma coéquipière et ma fan numéro 1. Et puis il y a Colton, mon petit ami. Imagine David Beckham au lycée. Ouais, c'est lui. Nous sommes tous élèves dans un lycée sportif de premier plan. La vie était parfaite, jusqu'à la plus grande compétition de gymnastique de l'année. Tout le monde était excité à l'idée que je gagne, comme toujours. J'étais tellement prête. Mais quand mon tour est arrivé, la pression était irréelle. Mes mains tremblaient, mes jambes flageolaient. J'ai perdu l'équilibre et j'ai fait une énorme erreur. Mon score, un peu partout, disons. C'est alors que Kim, la nouvelle recrue de l'équipe, s'est montrée à la hauteur. Son numéro était magnifique, elle bougeait comme au ralenti, puissante mais gracieuse, sans parler de sa silhouette qui était parfaite. Kim a remporté le trophée du championnat et je suis passée au second plan. Besoin d'un coup de main? Non merci, je n'ai pas besoin de ta pitié. Mais alors que je me relevais, une douleur m'a traversé la cheville. Il s'avérait que je m'étais fait une grosse entorse. Au revoir l'entraînement, bonjour les mois de mise à l'écart. Trop de temps d'arrêt me rendait folle. Je stressais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Jour après jour, j'ai perdu le contrôle. Lorsque le plâtre a finalement été enlevé, j'étais impatiente de bouger à nouveau, mais bon sang de bonsoir! Pourquoi j'avais l'impression d'être un lutteur sumo? En me regardant dans le miroir, j'ai tremblé. Mon ventre autrefois plat ressemblait maintenant à du mochi. Mes bras et mes jambes ressemblaient à des hot dogs. Pourtant, je devais retourner à l'école. Les gens me regardaient comme si j'étais une nouvelle venue. Oh mon Dieu, qui es-tu au juste? Comment peux-tu être aussi adorable? Hé, on t'a donné le droit d'être aussi mignonne, sans parler de ses joues potelées et moelleuses. Toute l'école m'a envahie, non pas pour m'intimider, mais parce qu'ils me trouvaient adorable. Ce n'est pas la pire des choses, je pense. Mais quand j'ai essayé d'entrer dans la salle d'entraînement de l'équipe de gymnastique, j'ai été bloquée, parce que je ne passais pas par la porte. Toute l'équipe m'a regardée horrifiée, parce que ma bouche était barbouillée de chocolat. La coach a levé la main et m'a frappée au visage, parce qu'elle écrasait une mouche. Attends, est-ce que c'est toi, Dahlia? Dahlia? Plutôt Baymax? Les gars, c'est vraiment moi. J'ai juste pris un peu de poids, d'accord? Quelqu'un peut m'aider à me lever? Oh, oups, c'est ma faute. Nelly était furieuse. Un simple désolé ne suffira pas. Regarde-toi, t'as l'air d'un cochon. Comment peux-tu avoir le culot de revenir dans cette école? Regarde Kim, elle est mince et talentueuse. Sans elle, nous serions encore une blague à cause de ta chute légendaire. Oh, et Colton? Il ne restera jamais dans les parages pour quelqu'un qui ne peut même pas voir ses propres pieds. Son monologue a attiré la foule, y compris Colton. Paniqué, j'ai pris mes jambes à mon cou, traversant le groupe en me cachant dans un coin. C'est alors qu'un sifflet a retenti. Tout le monde, arrêtez, tout de suite! En quelques secondes, le couloir était vide. Dieu merci. Est-ce que ça va? J'ai hoché la tête, mais quand j'ai attrapé sa main, on a basculé toutes les deux. Écoute, Nelly est allée trop loin, mais elle n'a pas tort. Si tu ne perds pas de poids, tu ne pourras plus faire de gymnastique. Même si ça me faisait mal, je savais qu'elle avait raison. Je devais perdre du poids. Mais comment? Je pouvais à peine m'arrêter de grignoter. Oublie-les tous. Ces encas de première qualité, les gaspiller, ça serait un péché. Oh non, non, ne l'écoute pas. Si tu ne maigris pas, tu vas perdre l'équipe. Sans parler de Colton. Oh mon Dieu, t'as raison. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai immédiatement jeté toute la malbouffe. Super déterminée, je suis allée faire un jogging. Mais moins de 10 minutes plus tard, ma respiration était sifflante et je me suis effondrée. Si seulement j'avais quelque chose à grignoter. Attends, un camion de nourriture? Je me suis précipitée et j'ai dévoré la nourriture comme si je n'avais pas mangé depuis des jours. Le type dans le camion a dû me chasser. Me sentant vaincue, je suis rentrée chez moi et j'ai attaché un burger à mon tapis de course pour me motiver. Mais la machine s'est mise à fumer et avant même que je me rende compte, je me suis retrouvée face au sol. Un autre échec. Peut-être que je devrais essayer une crème brûle-graisse ou des pilules amaigrissantes. Je sais que c'est une mauvaise idée, mais quelles étaient mes autres options? La crème m'a donné des éruptions cutanées, les pilules m'ont fait transpirer comme une vieille chaussette de sport et l'odeur, sacré guacamole, c'était rance. Ce soir-là, j'étais assise, hébétée, et j'avais envie des repas maison de ma mère. C'est alors que j'ai eu une idée folle. Et si je mangeais de la nourriture et que je la recrachais? Aucune calorie n'est ingérée, pas vrai? Sauf que ma mère m'a surprise en train de recracher. Elle a pris un balai et m'a poursuivie dans toute la maison comme Tom et Jerry. Rien ne fonctionnait. Au contraire, mes repas stressants n'ont fait qu'empirer les choses. Le lendemain à l'école, on aurait dit qu'une célébrité était entrée dans le couloir. Les gens m'ont même serré dans leurs bras, disant que la chaleur de mon corps était comme un chauffage portable. Mon surnom était officiellement devenu dufteuse et adorable. Et certaines personnes ont même commencé à me comparer à Kim, se demandant qui était la véritable icône de l'école. S'il vous plaît, arrêtez. Vous essayez juste de l'encourager pour qu'elle ne sente pas mal. La comparer à Kim, allez, c'est ridicule. Je suis restée là sans voix. Puis Kim est apparue de nulle part. Au lieu de dénigrer les gens, tu devrais peut-être t'entraîner à faire une roue décente. T'as raison, je vais m'y mettre. Je n'arrivais pas à y croire. Kim m'avait défendu.
Mais soudain, Colton est passé devant moi me faisant sursauter et plonger directement dans une poubelle. C'est alors que j'ai entendu quelque chose qui m'a choquée. Hé Kim, j'ai gardé un œil sur toi. Je dois dire que tu as mis mon monde sans dessus-dessous. Voudrais-tu être ma petite amie? Mon cœur s'est brisé. J'avais passé tellement de temps à m'inquiéter de mon apparence, à penser qu'il cesserait de m'aimer à cause de mon poids. Et maintenant ça? Qu'est-ce que j'étais pour lui? Une blague? La rage m'a envahi. Je suis sortie en trombe, j'ai attrapé son épaule et je lui ai donné un coup de poing. Comment as-tu pu me faire ça? Je tenais à toi! De quoi parles-tu? Qui es-tu? C'est moi, Dahlia, espèce de crétin à deux visages! Dahlia? Tu ressembles plutôt à une peluche. Perds un peu de poids et on reparlera. J'ai vu rouge. En faisant une roue, j'ai roulé droit sur lui et je l'ai fait tomber. C'était tout. À partir de maintenant, je reprenais ma vie en main. Le lendemain, j'ai pris d'assaut la salle de sport et j'ai acheté un abonnement d'1 an. C'est parti. Sans crier gare, Kim est réapparue. Cette fille était-elle obsédée par moi ou quelque chose? Mais elle ne m'a pas jeté un coup d'œil. Elle s'est dirigée vers les poids et a commencé à soulever des poids comme une machine. Mon esprit de compétition s'est mis en marche. Si elle pouvait le faire, moi aussi. Sans répétition, sans pompe, sans redressement assis, une course de 10 km, le tout en une seule fois. À la fin, mon corps criait et j'ai à peine réussi à ramper jusqu'à la maison. En passant devant un restaurant, l'odeur du poulet frit m'a frappé comme un train de marchandises. Non, concentre-toi, Dahlia. Chèque aux protéines uniquement. Perte de poids, perte de poids, perte de poids. En peu de temps, j'ai retrouvé ma minceur. Mais honnêtement, ce n'était pas aussi extraordinaire que je l'avais imaginé. Je me sentais même épuisée. Pourtant, j'étais prête à réintégrer l'équipe. Juste à temps pour les grands essais. La gymnaste vedette de l'équipe serait choisie aujourd'hui. Je suis entrée dans la salle et le silence était assourdissant. Il était temps de leur montrer ce que je savais faire. Mon enchaînement était presque parfait. Chaque mouvement se déroulait en douceur, mais lorsque j'ai atterri, j'ai légèrement vacillé, pris de vertige. Malgré tout, j'ai forcé un sourire et je me suis inclinée. Pendant la pause, j'avais l'impression que mon corps était en feu, mais j'ai tenu bon. Puis Kim est montée sur scène. Elle a commencé fort, mais à mi-parcours, elle a glissé de la poutre d'équilibre. L'équipe s'est précipitée à ses côtés pendant que l'entraîneur inspectait la poutre. Quelqu'un a renversé de la poudre glissante sur cette poutre. C'était forcément Dahlia. Elle était la dernière à s'approcher de la poutre. Non, ce n'était pas moi. Je voulais parler, mais le monde s'est mis à tourner et tout est devenu noir. En me réveillant, j'étais dans un lit d'hôpital. Par la fenêtre, j'ai vu l'entraîneur parler au juge. Coach, comment se sont passés les essais? L'expression de l'entraîneuse s'est adoucie. Ce qui compte maintenant, c'est ta santé. Ton corps est complètement épuisé et tu ne te nourris pas correctement. Je suis disqualifiée, c'est ça? Mais je vous jure que je n'ai rien saboté. Je sais que tu ne l'as pas fait. Tu es l'une des meilleures athlètes que je connaisse. Mais il n'y a aucune preuve. Les juges ont dû te disqualifier. Je suis désolée, Dahlia. Ce n'était pas juste. Je n'avais rien fait de mal. J'ai sauté du lit déterminée à me battre, mais mes jambes se sont dérobées. Retourne au lit. Je vais parler au juge. Je te promets que nous parviendrons à la vérité. Le lendemain, Kim s'est présentée à l'improviste à ma porte. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'es ici pour te réjouir? Non, je viens juste prendre de tes nouvelles. T'as entendu les nouvelles, n'est-ce pas? Je ne pense pas que c'est toi qui ai saboté l'équipement. En fait, je pense que j'ai une piste sur la personne qui l'a fait. Et je vais t'aider à le prouver. Attends, vraiment? Mais pourquoi? Ne sommes-nous pas rivales? Oui, mais ça ne veut pas dire que je te déteste. En fait, je te respecte. Beaucoup. Tu es mon idole. Quoi? Tu te moques de moi? Tu es déjà tellement incroyable. Tu ne te souviens pas? Quand j'ai rejoint l'équipe, je n'étais qu'une ombre derrière toi. Tu étais si doué et aimé de tous. Tout ce que je voulais, c'était d'être un jour à ta hauteur. C'est grâce à toi que j'ai travaillé si dur. Les mots de Kim m'ont fait l'effet d'une sonnette d'alarme. J'étais restée coincée dans ma jalousie et mon ressentiment sans m'en rendre compte. Tous ces sentiments d'envie et de pression étaient totalement inutiles. Je suis totalement gênée. Je te détestais et je t'enviais simplement parce que tu étais meilleure. Ah, ne t'en fais pas. La pression pour être toujours parfaite et rester au top est brutale. Comment as-tu fait pour y faire face? Honnêtement, je me suis habituée à tout refouler et... Bien, regarde où ça m'a menée. Mais cette fois-ci, je choisis le changement. Je vais apprendre à prendre soin de mon corps et de mon esprit. Je me suis accordé le repos dont j'avais vraiment besoin. J'ai consulté une nutritionniste pour corriger mes habitudes alimentaires et j'ai commencé à m'entraîner, petit à petit. J'ai passé plus de temps avec ma famille et mes amis, y compris Kim. Elle et l'entraîneur m'ont même aidé à rencontrer les juges. Ils ont accepté de suspendre ma disqualification pendant que l'incident faisait l'objet d'une enquête. Entre-temps, j'ai été autorisée à m'entraîner à nouveau avec l'équipe. Le premier jour de mon retour, je me suis présentée en me sentant plus forte et plus concentrée que jamais. J'ai réussi mon exercice sous les applaudissements de l'équipe. Mais Nelly s'est ruée vers moi, m'accusant d'avoir saboté l'équipement de Kim. Très bien, réglons ça une bonne fois pour toutes. Fais l'entrée. Kim a fait entrer Colton qui a révélé la vérité. Il s'avère qu'il s'était déguisé en membre du personnel et s'était faufilé pendant une pause pour saupoudrer de la poudre sur la poutre. C'est la faute de Nelly. C'est elle qui m'a demandé de le faire en disant que Kim serait reconnaissante si Dahlia était éliminée. Ah, qu'est-ce que tu dis, Colton? Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Si, tu l'as fait. Tu m'as même appelé dans la salle de stockage pour tout planifier, t'assurant que personne ne pouvait entendre. Ah, il y a une caméra de sécurité dans la salle de stockage. Vérifions pour voir qui dit la vérité. Les images de sécurité ont été examinées. Bien sûr, Nelly était le cerveau et Colton avait mis son plan à exécution. Tous deux ont été renvoyés de l'école pour avoir triché. Ma disqualification a été levée sur le champ et les essais reprogrammés. Cette fois, Kim et moi allions nous affronter dans le cadre d'une compétition équitable. À ce moment-là, Nelly a fait irruption dans la pièce, s'accrochant à moi et à Kim. Dahlia, je suis tellement désolée. J'aurais dû être une meilleure amie et te soutenir. Et Kim, tu sais que j'ai fait tout ça parce que je tiens à toi, pas vrai? S'il te plaît, aidez-moi.
toujours amis, pas vrai? T'as raison. Les amis s'entraident, non? Alors, prends ma main. Ce soir-là, mon nouveau petit ami Tommy nous a invités, ma mère et moi, à dîner chez lui. Dès qu'il est entré dans la cuisine, les yeux de ma mère se sont illuminés. À ma grande horreur, elle a audacieusement mis dans son sac toute l'argenterie. « Maman, ne fais pas ça !» Sans se soucier de rien, elle a continué à collectionner ses couverts avec enthousiasme. Soudain, Tommy a dit « Qu'est-ce que vous voulez boire ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que ma mère a sursauté et a poussé le sac vers moi par réflexe. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est à ce moment-là que Tommy est revenu. « Ne me laissez pas en dehors du plaisir, qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» Mais avec le sac lourd dans ma main et l'argenterie manquante, il n'était pas difficile de conclure que nous l'avions volé. Tommy nous a mis à la porte avec colère et bien sûr, notre histoire d'amour naissante s'est rapidement terminée sur une note amère. Bonjour à tous, je m'appelle Sandy. Je suis une jeune fille new-yorkaise de 17 ans. Comme vous pouvez le voir, ma mère est une voleuse. Depuis le décès de mon père, il y a un an, ma mère, Maggie, a perdu le contrôle de son comportement et vole régulièrement. C'est à cause d'elle que ma vie a été complètement bouleversée. Les choses ont empiré lorsque ma mère et moi avons dû participer à une fête de l'école. Nous avons installé un petit stand, mais je devais servir seule pendant que ma mère faisait du tourisme. Soudain, j'ai vu ses yeux briller en regardant un stand de gâteaux tout proche. Ah, elle doit avoir faim. Je me suis approchée d'elle et lui ai tapoté l'épaule. On va déjeuner, maman? Ma tape soudaine sur l'épaule l'a tellement effrayée qu'un tas de gâteaux est tombé de sa chemise. Tommy, mon ex-petit ami, et le propriétaire du stand se sont précipités. Attrapez cette voleuse! Ma mère m'a rapidement attrapé la main et m'a poussée à courir. Mais après quelques pas, j'ai trébuché et je suis tombée sur elle, nous envoyant toutes les deux au sol. Le sac de ma mère s'est ouvert et de nombreux objets inconnus en sont sortis, y compris le sac Versace de quelqu'un d'autre. En un clin d'œil, de nombreux parents nous ont entourés en criant « Ce sont les nôtres !» Ma mère a été prise en flagrant délit. Et pourtant, elle ne s'en est pas souciée du tout et les a simplement remis dans son sac. Après nous être excusés, nous sommes rentrés chez nous. Je n'arrivais plus à contenir ma colère. « Peux-tu arrêter de me mettre dans l'embarras? Je n'ai pas d'amis à cause de toi !» Elle a soudain éclaté en sanglots et a commencé à casser des objets en me criant dessus. « Tais-toi! Tu n'es rien d'autre que l'enfant de cet homme et de son ex-femme! Retourne chez ta vraie mère! » Puis, elle m'a jeté la photo d'une femme. Derrière la photo, il y avait son adresse et son nom, Maria. J'étais choquée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cruelle. J'ai pleuré en tenant la photo. Très bien, je ne veux pas non plus être avec une voleuse! Après cela, je suis retournée dans ma chambre pour préparer mes affaires et partir. En suivant l'adresse de ma mère biologique, je me suis retrouvée dans le New Jersey. Après avoir tout raconté à ma vraie mère, elle m'a serré fort dans ses bras. Et tu, Sandy? Cette sorcière Maggie t'a enlevé à moi pendant 17 ans. Maria m'a dit depuis que mon père avait épousé ma belle-mère et lui avait interdit de me revoir. Maggie était trop horrible. Dès lors, j'ai décidé de vivre sous le même toit que ma vraie maman. En parlant d'elle, c'est une photographe amateur qui vivait des subsides de l'État depuis de nombreuses années. Quelques jours après mon arrivée, elle n'avait déjà plus d'argent pour se nourrir. Pour gagner de l'argent, elle m'a supplié d'être son modèle. Tu es très jolie, mon enfant. Avec un peu de maquillage, tu ressembleras à une vraie mannequin. Me voyant hésiter, elle fond en larmes. Tu veux que je vole comme Maggie pour nous nourrir? J'ai soupiré. Comment pouvais-je la laisser suivre les traces de mon autre maman? Finalement, j'ai accepté sa demande. C'était incroyable que les photos amateurs qu'elle avait prises de moi soient devenues si célèbres. Juste après, elle m'a demandé d'accepter toutes sortes d'offres publicitaires, ne me laissant pas le temps de me reposer. Une fois, parce que j'étais épuisée, je ne me suis pas réveillée, ce qui a entraîné le report de la séance photo. Cela l'a rendue folle. Ne refais pas cette erreur stupide, ou nous nous mourrons de faim. Dans ce moment-là, j'ai pensé à Maggie. Même si c'était une voleuse, elle ne m'aurait jamais forcé à faire quelque chose que je n'aimais pas. Et encore moins à me surmener comme ça. Réalisant que je n'avais pas contacté ma belle-mère depuis longtemps, je l'ai immédiatement appelée. Mais il n'y avait pas de signal. M'a-t-elle vraiment abandonnée? Après tout, 18 ans de vie commune, ce n'était rien pour elle. Par la suite, il m'est arrivé de mauvaises choses. Lors d'une séance photo, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelqu'un m'observait. À la fin de la séance photo, alors que ma mère et moi rentrions chez nous, un homme nous a soudain bloqués. C'était Tommy. Sandy, chérie, tu te souviens de moi? Et si je disais à tout le monde que tu es une voleuse? Cela ruinerait ta réputation. Ma mère a rapidement couvert la bouche de Tommy. Elle l'a traîné dans un coin. Qu'est-ce que tu nous veux? Tommy éclate de rire. Facile, rendez-moi célèbre et je me tairai. Avant que je puisse répondre, ma mère a pris la parole. Marché conclu. Pourquoi tu as accepté sa demande ridicule? Elle m'a immédiatement pris la main pour me rassurer. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, ce serait bientôt terminé. Ou tu veux qu'on crève de faim et qu'on soit à nouveau malheureux? D'accord, allez Sandy, tu dois te supporter pendant un moment. Le lendemain, la fausse rumeur que ma mère avait répandue à propos de ma relation avec Tommy est devenue un sujet d'actualité. Mais ce n'est pas suffisant pour Tommy. Ce bâtard avide voulait que je lui obtienne un contrat publicitaire. Grâce à l'arrangement de ma mère, il a pu se joindre à moi pour une séance photo. Pensant, elle était trop patiente avec lui. Si c'était moi, au moment où il a fait cette demande, je lui aurais donné un coup de poing. De plus, la séance photo de ce jour-là aurait pu se dérouler sans problème s'il ne m'avait pas chuchoté à l'oreille. Bébé, embrasse-moi, nous allons devenir célèbres
célèbre du jour au lendemain. Oh mon Dieu! J'ai essayé d'esquiver ses horribles lèvres boudeuses, mais j'ai malheureusement perdu l'équilibre. J'ai attrapé sa manche et je l'ai déchiré, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Il m'a poussé vers le bas, sans ménagement. Comment oses-tu? Tommy avait définitivement repoussé mes limites. Je me suis levée et lui ai jeté la manche, déchirée au visage avec colère. Arrête tes conneries, salaud! Fais attention à ce que tu dis, ne m'oblige pas à dévoiler ton secret. C'est ridicule. Il croit que j'ai peur de lui? J'ai enlevé mes chaussures et je l'ai poursuivi dans le studio. Ce n'est que lorsque ses vêtements étaient en lambeaux que j'ai brossé ma main et je me suis éloignée. Tu nous as apporté la ruine! En effet, Tommy avait révélé toute la vérité scandaleuse sur mon autre maman Magie, provoquant l'annulation de tous mes contrats publicitaires. Tu es vraiment inutile. Je n'aurais pas dû te reprendre, mais te laisser avec cette femme malade. J'étais abasourdie par ce qu'elle disait. Que veux-tu dire? Il s'est avéré que Magie ne m'a pas volé à Maria. La vérité, c'est que Maria m'a abandonnée et que Magie a décidé de m'élever. Plus tard, Magie a découvert qu'elle souffrait de kleptomanie, une envie récurrente et incontrôlable de voler. Elle a donc supplié Maria de s'occuper de moi pendant un certain temps lorsqu'elle partait se soigner. Mais dans sa colère, elle a fait croire qu'elle m'avait chassée. Pendant si longtemps, je n'ai pas réalisé son altruisme et je n'ai pensé qu'à moi. Je n'avais jamais vraiment essayé de comprendre la personne qui m'aimait le plus. Si tu ne sais pas obéir, fous le camp de chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que ma vraie mère soit une personne aussi détestable. Alors, sans hésiter, j'ai emballé toutes mes affaires. Voyant cela, Maria m'a immédiatement ramenée en arrière. Attends, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. J'ai été aveuglée par la rage. Si tu pars, je vais encore mourir de faim. Mais il était trop tard. J'ai repoussé sa main. Désormais, ne m'appelle plus jamais ta fille. Après cela, j'ai essayé de retourner auprès de Magie le plus vite possible. Je regrette profondément la façon dont je l'ai traitée pendant tout ce temps. Quand je l'ai trouvée, je l'ai serrée fort dans mes bras. Je suis désolée, maman. J'aurais dû comprendre ta souffrance. Elle a fondu en larmes de bonheur et m'a serré fort dans ses bras. Après cela, nous avons suivi une psychothérapie ensemble et aujourd'hui, son état s'est beaucoup amélioré. Bonjour, je m'appelle Malik, je suis 60 ans. Un jour de Noël, il y a 40 ans, je me suis joint à une fête très étrange. Ce fut l'expérience la plus terrible que j'ai jamais vécue. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que parfois Noël n'était pas aussi beau que d'habitude. Cette année-là, je venais d'avoir 20 ans. J'étais jeune, plein d'enthousiasme et de passion pour les voyages. Après plus d'un mois d'exploration de l'Amérique du Nord, quelques amis et moi avons décidé de prendre le dernier train pour rentrer chez nous la veille de Noël. Je me souviens clairement de cette nuit. La neige tombait abondamment et recouvrait tout le sol. Notre train continuait à foncer dans la nuit profonde, dans le blizzard. Comme presque tout le monde était rentré chez lui plus tôt pour être avec sa famille, ce dernier train était très désert. Dans notre cabine, à part moi et mes autres amis, il n'y avait pas d'autres invités. Ayant réalisé que l'ambiance était un peu calme et fastidieuse, j'ai immédiatement sorti quelques bouteilles de vin qui avaient été préparées dans mon sac à dos et j'ai dit à mes amis, arrêtez de vous sentir déprimés. Aujourd'hui, c'est Noël. Faisons la fête les gars. Immédiatement, l'ambiance s'est éclaircie, tout le monde a applaudi en réponse à ma suggestion. Cependant, il m'est venu à l'esprit que nous n'avions pas de glace pour refroidir le vin. C'était nul, cela pourrait gâcher notre fête, pensais-je en moi-même, alors je ne laisserai certainement pas cela se produire. Immédiatement, je me suis dépêché de trouver le personnel du train pour demander de l'aide. Dès que je suis monté dans l'autre wagon, j'ai rencontré un agent de train. Il s'est présenté comme Noël. En apprenant que j'avais besoin de glace pour boire du vin, il a catégoriquement refusé et a dit qu'il n'y avait pas de voiture de garde-manger dans le train, donc il ne pouvait pas préparer de glace pour notre fête. Allez, je sais que vous avez toujours un moyen. J'ai dit que j'ai mis une petite somme d'argent dans la poche de Noël. Au moment où il a vu l'argent, ses yeux se sont illuminés et il a accepté avec empressement mon pot de vin. Noël m'a demandé d'attendre quelques minutes puis est parti. 5 minutes plus tard, Noël est revenu avec un seau à glace à la main. Je souris joyeusement, acceptant le seau de glace du serveur. Avant de partir, je l'ai aussi invité à rejoindre la petite partie de mon groupe. Mais Noël a insisté pour refuser et a dit qu'il ne pouvait pas boire d'alcool en travaillant. J'ai haussé les épaules et exprimé mes regrets, puis je suis retourné à ma voiture de tourisme. La fête a officiellement commencé. J'ai crié et fait signe à mes amis. Et juste comme ça, chaque bouteille de vin était versée en continu. Le bruit des verres qui tintent et des acclamations résonnait dans toute la cabine. Nous étions tout plongés dans l'atmosphère de la fête de Noël, discutant joyeusement, chantant et dansant, et se souhaitant le meilleur. Alors que tout le monde écoutait attentivement les histoires d'un ami de notre groupe, j'ai soudain vu Noël me faire signe de franchir la porte de la voiture suivante. Même si j'étais un peu surpris, je me levai et me dirigeai vers sa place. Voulez-vous de la nourriture? Cela rendra votre fête parfaite. Noël m'a fait une offre tellement intéressante. Quel type rusé. Il savait que nous avions bu pendant de nombreuses heures, alors il a saisi l'occasion idéale pour démarrer une entreprise rentable. Voyons ce que vous avez. Après avoir dit cela, j'ai donné à Noël une pile d'argent. Les bonnes choses ne sont pas bon marché. Il a exprimé son mécontentement quant au montant que j'ai offert. Cela m'a fait me sentir légèrement ennuyé, ce préposé essayait de me convaincre de dépenser plus d'argent. Mais admettre, il a réussi. J'ai dû donner à Noël 3 fois le montant avant.
Quelques instants plus tard, il revint avec une assiette de steak moyen. Maintenant, vous êtes vraiment notre Père Noël. J'ai joyeusement félicité Noël. J'ai demandé où il avait trouvé un morceau de viande si frais dans ce train. Pas que je m'en soucie vraiment, les préposés avaient toujours leur propre chemin. Quant à Noël, il s'est contenté de répondre avec un sourire mystérieux. Après cela, j'ai rapporté le steak à mes amis. Cependant, le steak que Noël nous a apporté était vraiment mauvais. C'était gras, dégueu et contaminé. Mais voyez-vous, nous étions dans un train vide par une froide veille de Noël, nous ne pouvions rien demander de plus. En cuisant la viande un peu plus soigneusement et en prenant encore quelques gorgées de vin, nous avons rapidement terminé le steak. Notre échange secret entre moi et Noël s'est donc poursuivi 5 à 6 fois de plus. Lorsque le vin s'est épuisé, l'ambiance animée de la fête s'est progressivement éteinte. Tout le monde était ivre et s'est endormi sur la table. Me sentant encore un peu sobre, j'ai décidé d'aller chercher les toilettes pour chasser tout l'alcool que j'avais consommé. Mais ensuite, tout mon corps était étourdi, je ne pouvais plus me souvenir dans quelle direction se trouvaient les toilettes. En cherchant aveuglément, j'ai soudainement senti une ombre passer derrière mon dos. Je me suis retourné frénétiquement et j'ai appelé mais personne n'a répondu. Ensuite, des bruits de cliquetis provenaient d'autres wagons du train. Me sentant curieuse, j'ai décidé de découvrir ce que c'était. Le bruit m'a conduit à un wagon de marchandises. Il n'y avait qu'un grand coffre au milieu de la voiture. Alors que je me tenais devant, je pouvais sentir la vapeur froide sortir. Sous les lumières tamisées, j'ai rassemblé le courage d'ouvrir le couvercle de la caisse. J'étais curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Dès qu'il s'est ouvert, je ne pouvais même plus tenir debout à cause de la terreur dont j'étais témoin à l'intérieur. Ce qui a attiré mon attention était un cadavre avec un bras manquant. Non seulement cela, il gisait au milieu de beaucoup de glace. Mince, pourquoi diable était cela? Je me souvins soudain du seau de glace et de l'assiette de steak que Noël m'avait donné. Était-ce? Je n'ai pas pu m'empêcher de vomir sur place. À ce moment, de derrière moi, Noël est soudainement apparu. Il m'a serré la bouche et m'a murmuré des mots effrayants. Tu aurais pu passer un merveilleux Noël. Puis il m'a tiré près de la caisse et a essayé de me forcer à entrer. J'ai eu du mal à m'échapper mais je n'avais plus de force. Au seuil de la mort, un grand bruit a retenti. Le train s'est arrêté brusquement, faisant tomber Noël et moi au sol. Profitant de cette opportunité, je me suis enfui de toutes mes forces, à la recherche de ma voiture de tourisme. Arrivé sur place, j'ai vu le conducteur essayer de secouer mon ami pour lui annoncer l'arrêt brutal du train dû à une forte chute de neige qui avait bloqué la voie ferrée. Immédiatement, j'ai alerté le conducteur de ce qui me s'est passé. Mais en réponse à mon horreur, il m'a juste jeté un regard abasourdi. « Monsieur, nous n'avons pas de préposé nommé Noël. » Le conducteur me dit fermement. Et ce qui est effrayant, c'est que cette nuit-là, Noël, l'autoproclamé pompiste, a disparu sans laisser de traces avec le coffre gelé. Quand j'en ai parlé à mes amis, ils ont tout dit que j'étais trop ivre pour me souvenir exactement de ce qui s'était passé et m'ont dit que j'avais dû tout imaginer. Je ne pouvais pas leur en vouloir car du début à la fin, j'étais le seul à avoir rencontré Noël. Et bien plus tard, j'ai d'ailleurs vu une affiche de recherche d'un criminel spécialisé dans le vol et le trafic de cadavres nommé Léon, avec le même visage que Noël. J'ai soudain réalisé que Noël était Léon éplé à l'envers. J'ai frissonné quand j'ai appris à quel point j'étais proche de la mort. 40 ans se sont écoulés, et la police n'a pas encore arrêté ce criminel. Personne ne sait s'il est encore vivant ou mort. Je suis également revenu à la routine normale de ma propre vie maintenant. Chaque Noël, je racontais cette histoire à mes enfants et petits-enfants, et leur rappelais de toujours faire attention. Je me pavanais en rentrant de l'école, un sourire parfait encore affiché sur mon visage. Comment était l'école aujourd'hui, chérie? C'était génial, sans aucun doute. Mais ce qui m'enthousiasmait vraiment, c'est ce qui m'attendait plus tard. J'ai abandonné mon look impeccable et poli dès que je suis arrivée dans ma chambre, le remplaçant par une tenue qui criait « Mode rebelle activé ». Cette nuit-là, je me suis éclipsée discrètement, me déplaçant comme une ombre jusqu'à une tour voisine. Les rues étaient désertes, ce qui était parfait pour ce que j'avais prévu. Debout devant un mur, j'ai sorti une bombe aérosol et j'ai commencé à l'asperger de traînées noires audacieuses. Le mur, autrefois immaculé, abordait désormais un design audacieux. Ça va être génial! Soudain, un grand bruit m'a fait sursauter. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis retournée et j'ai vu un rat qui se faufilait dans les poubelles. Bon sang, bonsoir, t'as failli me faire une crise cardiaque. Je me suis secouée un peu et je suis retournée au travail. Salut les amis, je m'appelle Fernanda, j'ai 16 ans et j'ai 2 énormes secrets. Tu veux en savoir plus? Appuie sur le bouton j'aime, partage et abonne-toi à mon journal animé et vivrons ensemble. D'accord, alors secret numéro 1, ce n'est pas vraiment une grande nouvelle. Tout le monde au Mexique sait déjà que je suis Fernanda, la seule et unique fille du maire. En fait, je suis la première fille de Mexique. Accueillez les applaudissements. Depuis que je suis toute petite, je vis sous les feux de la rampe. Tout le monde pense que je suis la définition de la perfection. Une étudiante brillante, citoyenne modèle et j'en passe. Papa, je viens de recevoir le prix de meilleur élève pour avoir réussi tous mes cours. De plus, je vais représenter l'école au concours de poésie et d'art oratoire de la ville. Parfait. En tant que première fille de Mexico City, tu dois montrer l'exemple.
Ne fais pas comme ces voyous du graffiti, tu m'entends? Hier soir, un vandale inconnu a dégradé un mur de Museo Memoria e Tolerancia avec des graffitis. La police locale soupçonne le coupable d'être Rena de Tinta, un graffeur anonyme connu pour ses actes similaires. Son identité reste un mystère. Il va falloir donner une leçon à ces fauteurs de troubles. En le regardant fulminer, je me suis excusée et je me suis dirigée vers ma chambre. Mais soyons réalistes, la vraie raison? La culpabilité. Parce que oui, je suis Rena de Tinta. Et personne, ni mon père, ni mes amis, ne le savaient. Secret numéro 2, celui-ci est un vrai secret. Je suis devenue Rena de Tinta il y a plus de 2 ans, submergée par la pression d'être parfaite. J'avais besoin de me libérer, alors j'ai pris quelques bombes aérosols et j'ai commencé à peindre où je voulais au cœur de la nuit. Avant même de m'en rendre compte, je faisais sensation. Des mouvements de graffiti ont commencé à apparaître dans toute la ville de Mexico. Naturellement, je gardais mon identité cachée. Papa n'aurait jamais approuvé de ça. Une nuit, alors que je terminais une œuvre, j'ai entendu un autre bruit étrange. Mes yeux se sont portés sur la rue déserte. Personne n'aurait dû être dehors à cette heure-ci, mais j'ai senti quelqu'un qui m'observait dans l'ombre. Mal à l'aise, je me suis dépêchée de signer mon travail et je suis partie. Ce que je n'ai pas vu, c'est la silhouette qui s'est faufilée dans l'obscurité et qui s'est arrêtée pour examiner le graffiti. Ils ont regardé attentivement la signature, Rena de Tinta. Le lendemain, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de nervosité. Rien ne s'était produit et Fernanda et Rena de Tinta restaient des personnes distinctes. Au moment où je commençais à me détendre, Troy a appelé mon nom. Troy était ce type bizarre et écervelé du club d'art, des cheveux en désordre, des vêtements dépareillés et toujours dans son petit monde à lui. Pour être honnête, je n'avais jamais échangé plus de 5 phrases avec ce type. Hé, t'es Rena de Tinta, pas vrai? Mon cœur a battu la chamade. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je t'ai vu hier soir. Tu peignais et tu signais tes œuvres. C'est pas vrai! Mon intuition était la bonne. Mais qu'est-ce qu'il voulait? De l'argent? Du chantage? Qu'est-ce que tu veux de moi au juste? Pourrais-tu rencontrer mes amis et signer des autographes pour tout le monde? Je n'arrive pas à croire que j'ai été à l'école avec mon idole pendant tout ce temps. Hé Max, tu vas pas croire avec qui je suis? Rena de Tinta. Si tu veux ouvrir les yeux demain, je ne dirai à personne qui je suis si j'étais toi, compris? Troy me regarda abasourdi, son téléphone brisé sur le sol, mais n'abandonna pas. Il m'a supplié de révéler mon identité et de signer des autographes pour son club d'art. Furieuse, j'ai serré ma main sur sa bouche, j'ai grogné quelques avertissements supplémentaires et je suis partie. Qui savait combien de personnes allaient l'apprendre si je le laissais continuer à parler? Depuis ce jour, Troy est devenu mon ombre personnel. Il me suivait partout et me poursuivait ouvertement pour obtenir un autographe, me harcelant pour que je visite son ridicule petit club d'art. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il m'a même suivi pendant mes nuits en tant que Rena de Tinta. Après une journée entière de sourire parfait à jouer la première fille impeccable, les nuits étaient mon sanctuaire, le seul moment où je pouvais me laisser être moi-même. Mais Troy, il n'arrêtait pas de se montrer, faisant irruption dans mes rares moments de paix. C'est irréel. Je peins avec Rena de Tinta, ça alors? Mes amis vont péter les plombs quand ils vont entendre ça. Écoute-moi bien toi, si quelqu'un d'autre l'apprend, tu vas le regretter. Tu m'entends? Mais pourquoi? Ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tu inspires tant de gens. Tu ne veux pas qu'ils sachent qu'il s'agit de toi? Je l'ai ignoré. Comment quelqu'un d'aussi insouciant pourrait comprendre le poids que représente le fait d'être la première fille de Mexico City? Hé, qui est là? Arrêtez-vous tout de suite. Le hurlement d'une sirène de police a fait bondir mon cœur dans ma gorge. Avant que je ne puisse bouger, Troy a attrapé ma main et s'est enfui, se faufilant à travers les ruelles et les allées comme un pro expérimenté. Lorsque nous les avons semés, j'étais à bout de souffle, appuyée contre un mur. J'ignorais que tu connaissais si bien ces rues. Ouais, je traîne souvent avec des graffeurs plus âgés. Ce sont des légendes. En ce moment, ils travaillent sur un énorme projet d'art de rue à Pachuca. La mention de Pachuca m'a illuminé les yeux. Le quartier était célèbre pour ses superbes peintures murales, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le visiter. Lorsqu'il m'a proposé de rejoindre ses amis, j'ai hésité. Je te promets que je ne dirai à personne que c'est toi, Rena de Tinta. Et d'une manière ou d'une autre, son sérieux m'a convaincu. Notre voyage à Pachuca a été tout simplement magique. Chaque coin de rue regorgeait de graffitis vivants plus grands que nature qui donnaient vie au quartier. Troy m'a traîné d'un stand de nourriture à l'autre jusqu'à ce que je sois gavée de tacos, d'esquites et de paletas. Puis, comme si ça ne suffisait pas, il m'a poussé au milieu d'un carnaval de rue. Pour la première fois, je me suis débarrassée de mon image parfaite et j'ai dansé comme si personne ne regardait, entourée d'étrangers. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment libre. Plus tard, Troy m'a présenté à son équipe de vétérans de l'art de la rue. Tu fais du graffiti? T'as pas vraiment l'air d'en faire partie. Ouais, je peins solo pour l'instant. Eh bien, tu devrais te joindre à nous. Nous sommes en train de construire une communauté de graffeurs forte et unie. C'est incroyable comme l'art de la rue a stimulé le tourisme à Pachuca. Mais le maire ne voit pas les choses de la même façon. Sa campagne de réélection est axée sur la répression des graffitis. S'il gagne à nouveau, je parie que le projet d'art de rue ici sera fermé. Ces mots m'ont figé sur place. Il parlait de mon père. Que dirait-il s'il savait que j'étais sa fille? Troy a senti mon malaise, m'a poussé doucement et nous sommes partis plus tôt. À la maison, papa attendait toujours aussi sévère. J'ai entendu dire que tu traînais avec un jeune artiste de rue. J'ai regardé le sol, silencieuse. Arrête de fréquenter des gens comme ça. Ce sont des fauteurs de troubles qui ruinent l'image de notre ville. S'ils avaient un vrai talent, leurs œuvres seraient dans des musées et vaudraient des millions. Tu es la première fille. Agis comme telle. Je me suis affalée dans ma chambre, vidée et impuissante. Le point de vue de papa sur l'art de la rue était n'importe quoi. Il ne voyait pas l'adrénaline, la liberté ou l'audace que les graffitis me donnaient. Mais en tant que Rena de Tinta, je devais encore porter le poids de la perfection. Je n'arrêtais pas de penser, comment faire pour que papa comprenne finalement? Comment montrer à Mexico City que les graffitis ne sont pas que des bombes aérosols et du vandalisme? Yo, Fernando, ça boum? Minuit.
Kai et Dr. José Maria Vertiz apportent 2 bombes aérosols. Troy m'attendait à mon arrivée. Le mur devant nous était vide et massif avec une faible vue de l'hôpital de la ville en arrière-plan. Je dois rêver. Tu me traites enfin comme ton partenaire de crime. Ouais, je vais peindre l'ange de l'indépendance ici. Tu m'aideras? Troy n'a pas demandé pourquoi. Il a simplement acquiescé et nous nous sommes mis au travail. L'air de la nuit bourdonnait d'énergie tandis que nous dessinions et pulvérisions, riant entre chaque coup de pinceau. Je me sentais vivante. Mais notre rire s'est éteint lorsqu'une voix froide a retenti. On ne bouge plus. Vous êtes en état d'arrestation pour vandalisme. Nous avons à peine eu le temps de réagir que Troy m'a entraîné dans un sprint. Des lumières rouges et bleues clignotantes nous ont poursuivis dans les rues. Mais Troy s'est arrêté et nous sommes tombés par terre. Eh bien. Regardez ce que nous avons là. Reina de Tinta. Ou devrais-je dire, la première fille, Fernanda. Assise dans une cellule du commissariat, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Troy était assis à côté de moi, murmurant des mots de réconfort que je ne pouvais pas entendre. Bien joué, Fernanda. C'est la première fois que tu enfreins les règles et tu te fais prendre en train de faire ça. Reina de Tinta, le maire est là pour payer ta caution. Quant à ton partenaire, il restera 48 heures ici. Je suis sortie hébétée et j'ai trouvé papa qui attendait à la porte de la gare, plus en colère que je ne l'avais jamais vu. Le trajet jusqu'à la maison était étouffant. Aucun de nous ne parlait. Je gardais la tête baissée tandis que papa agrippait le volant en silence. Finalement, il a brisé. Les nouvelles sont partout. La fille du maire est prise en train de vandaliser des biens publics. Tu as terni ma réputation et la tienne. Papa, je suis désolée. S'il te plaît, tu dois me croire. Ce que j'ai fait, c'est important. Demain matin, nous organisons une conférence de presse. Tu diras que ces graffeurs t'ont attiré dans cette affaire et tu promettras aux habitants de Mexico City que tu travailleras pour faire disparaître la communauté des graffeurs. Je savais qu'il avait raison. Mes actions imprudentes avaient mis en péril sa campagne de maire. La chose logique à faire maintenant était de limiter les dégâts. Je suis vraiment désolée, papa, mais je ne peux pas. Je finirai la fresque, quoi qu'il arrive. J'assumerai la responsabilité de mes choix. Toi, ces gens t'ont corrompu. Je veillerai à ce qu'ils soient punis. Arrête de crier, écoute-moi pour une fois. Il s'est figé. Je n'avais jamais élevé la voix contre lui auparavant, mais je devais faire face à la vérité. La pression d'être parfaite, les attentes étouffantes et mon amour pour les graffitis. Donne-moi une chance, papa. Laisse-moi et mon art prouver ma valeur. Et qu'est-ce que tu pourrais bien prouver avec des gribouillis muraux insignifiants? Je vais peindre El Angel sur le mur en face de l'hôpital de la ville. Ce sera un cadeau pour les patients. Papa n'a rien dit. Je me suis préparée à être punie pendant des semaines. Le lendemain matin, il m'a convoquée dans son bureau. Son expression était toujours aussi intimidante. Fernanda, tu seras punie après ça. Je le savais, bien sûr. Mais je te permets de terminer ton travail. Attends, tu vas me laisser finir la murale? Quand j'ai voulu l'effacer, un garçon m'en a empêché. Sa mère est à l'hôpital et elle m'a dit que ta fresque lui avait donné l'espoir de continuer à se battre. Alors, je te donne une chance. Et peut-être que j'en ai besoin d'une aussi, pour te comprendre et comprendre cet art qui est le tien. Le lendemain, en tant que mère, papa m'a accordé publiquement la permission de réaliser la fresque. Les réactions ont été intenses, critiques, scepticisme et murmures sur l'effondrement de sa campagne. Mais nous savions tous les deux que si je réussissais, cela pourrait tout changer. Quant à moi, c'était ma chance de prouver enfin mon talent au monde entier. Avec l'aide de Troy, j'ai rassemblé des graffeurs expérimentés pour m'assister. La semaine suivante a été épuisante mais exaltante. Ensemble, nous avons donné vie à la fresque en mettant tout notre cœur dans chaque coup de pinceau et chaque jet de peinture. J'avais l'habitude de me cacher dans l'ombre pour créer mon art. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous, fière de mon travail, parce que je sais qu'il est significatif et très précieux. Les applaudissements ont afflué. Troy a applaudi le plus fort, aux côtés des graffeurs familiers et nouveaux. Pour la première fois, même mes parents se sont joints à eux. Le succès de la fresque a dépassé toutes les attentes. Papa a regagné la confiance du public encore plus fort qu'avant. En collaborant avec des artistes de rue, il a redéfini Mexico City, non seulement comme un centre civilisé et progressiste, mais aussi comme une ville animée par la créativité et la culture. Quant à moi, je suis restée l'élève parfaite et la première fille admirée. Mais quelque chose avait changé, juste un peu. Papa, je pourrais aller à l'Avenida Insurgentes pour peindre une fresque pour le festival du carnaval? Mais bien sûr. Et avec ça, j'ai enfin osé peindre sous mon vrai nom. Plus d'ombre, plus de secrets.